Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti célèbre la journée mondiale des télécommunications. C'est ainsi que le ministre a fait une déclaration en ce sens. Et enfin, dans l'actualité internationale, les travaux du 34e sommet arabe débutent à Bagdad en présence des dirigeants arabes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar, a représenté son Excellence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors du 34e sommet arabe qui s'est tenu aujourd'hui dans la capitale irakienne, à Bagdad. Au cours de la séance d'ouverture, le ministre djiboutien a prononcé un discours au nom du président de la République, soulignant que cette rencontre se tient à un tournant décisif de l'histoire de la nation arabe, un moment exigeant de toute une unité sincère et une responsabilité historique à la hauteur des enjeux, sans place pour la tergiversation ni le renoncement. À cet égard, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que la nation arabe se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, où les crises s'entrelacent et les défis s'intensifient, soulignant que ce sommet vient incarner un rayon d'espoir renouvelé avec l'aide de Dieu. Le ministre a déclaré à propos de Gaza, le ministre a déclaré avec force que ce qui se déroule ne relève pas simplement de l'agression, mais constitue une tâche indélébile sur la conscience humaine, un test cruel pour les principes même de justice et de dignité. Il a ensuite réaffirmé que la République de Djibouti demeurera résolument engagée aux côtés des causes justes de la nation arabe, au premier rang desquelles la cause palestinienne. Fidèle à ses valeurs, Djibouti ne cessera jamais de se tenir aux côtés du droit et des opprimés. Clôturant son intervention, le ministre a souligné que ce sommet de Bagdad ne doit pas être un simple rendez-vous de plus, mais bien une occasion de réflexion sérieuse et un véritable point de départ pour relancer l'action arabe commune. Il convient de noter que le chef de la diplomatie djiboutienne était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment l'ambassadeur de Djibouti au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Ahmed Ali Bré, ainsi que la conseillère technique du ministre, Mme Férouz Ahmed Hussein. Eh bien, comme je vous le disais, le lancement du sommet de ce 34e à Bagdad et la guerre à Gaza étaient les dossiers régionaux de l'ordre du jour. Rappelons que plus de plusieurs ministres avaient participé à ce qui concerne la capitale irakienne qui a accueilli ce sommet arabe à un moment crucial, suscitant l'espoir qu'il ouvre une nouvelle voie vers le renforcement du commerce et des investissements interarabes dans un contexte de défis persistants entravant l'intégration économique de la région. Les estimations financières indiquent que le volume du commerce extérieur arabe a dépassé plus de 3 500 milliards de dollars en 2024, tandis que les échanges intra-arabes ne représentent qu'environ 18 à 20% de ce chiffre, soit quelques 550 milliards de dollars, selon l'expert. En ce qui concerne les investissements interarabes, leur valeur cumule est estimée à entre 450 et 500 milliards de dollars à la fin de 2024. Concentrés principalement dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des services financiers, des infrastructures. Jabr recommande d'orienter davantage ces investissements vers le secteur productif et technologique pour favoriser un développement économique et durable. Retour à Djibouti, où le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf informe l'ensemble des pèlerins que les horaires de se présenter à l'aéroport pour les vols à destination de Médine sont fixés comme suite. Le 3e vol partira le dimanche 18 mai, à savoir demain, à 5 heures. Le 4e vol, le jeudi 22 mai, à 5 heures. Nous rappelons à chaque pèlerin de se munir impérativement de son passeport, son badge d'identification et de l'ensemble de ses documents de voyage. Pour rappel, respectez le poids de bagages autorisé, maximum 2 valises de 20 kg chacune, en plus d'un bagage à main de 7 kg maximum. Tout excédent de poids ne sera accepté. Conservez sur soi les médicaments nécessaires en cas de maladie chronique. Le ministère remercie tous les pèlerins de leur ponctualité et de leur collaboration. Eh bien, je vous le disais dans le titre, à l'occasion de la journée mondiale des télécommunications, de la société et de l'information, le ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, a fait une déclaration à la presse. Je vous propose de l'écouter.
Djiboutiens, Djiboutiennes, acteurs du numérique, partenaires de développement, mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, la République de Djibouti se tient aux côtés du reste du monde pour célébrer la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Cette date emblématique, depuis la fondation de l'Union internationale des télécommunications en 1865, nous invite à mesurer les chemins parcourus et nous incline surtout à faire face aux défis cruciaux qui subsistent à l'ère du numérique. Le thème retenu cette année par l'UIT, la lutte contre la fracture numérique entre les hommes et les femmes, nous interpelle tous. Il met en lumière une réalité inquiétante. Malgré les avancées technologiques, des millions de femmes restent exclues des bénéfices du numérique. Sur les 2,6 milliards de personnes encore déconnectées à travers le monde, la majorité sont des femmes et des filles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le symptôme d'une fracture systémique. Cette inégalité d'accès est plus qu'une injustice sociale. C'est une perte collective immense. C'est autant de talents, de voix, de solutions et d'innovations qui ne participent pas à la marche du progrès. Combler cette fracture, ce n'est pas faire preuve de compassion. C'est un impératif stratégique pour construire une économie plus forte, une société plus résiliente et un avenir réellement inclusif. Mesdames et messieurs, à Djibouti, sous le leadership visionnaire de son Excellence Al-Hadi Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, nous avons fait de l'inclusion numérique une priorité nationale. À travers la vision Djibouti 2035, notre pays a tracé une trajectoire claire, celle d'un développement durable porté par le numérique, mais qui ne laisse personne de côté. Nous investissons massivement pour moderniser notre infrastructure, étendre notre réseau et démocratiser l'accès aux services numériques. Ces fondations sont essentielles, mais ne suffisent pas. C'est pourquoi nous agissons concrètement pour éliminer les barrières spécifiques qui freinent l'accès des femmes au numérique. Notre engagement est clair et notre cap est ferme. Former et autonomiser les femmes et les filles par des programmes ciblés d'alphabétisation et de compétences numériques, en ville comme en milieu rural. Rendre accessible le numérique à toutes par des politiques tarifaires équitables et des initiatives favorisant l'équipement individuel. Briser les stéréotypes en encourageant l'orientation des filles vers les filières scientifiques et les carrières du numérique. Soutenir l'entrepreneuriat féminin en facilitant l'accès au financement, aux ressources et aux réseaux. Inclure les femmes dans la conception même des services publics numériques pour garantir leur pertinence et leur efficacité. Protéger les femmes dans l'espace digital en luttant contre toutes les formes de harcèlement et de violence en ligne. Mesdames et messieurs, construire un Djibouti numérique égalitaire, ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité, c'est un combat collectif que nous ne pouvons mener seuls. Nous avons besoin de l'engagement de toutes les forces vives de la nation, pouvoir public, secteur privé, société civile, institutions académiques, partenaires techniques et financiers et surtout des citoyennes et citoyens eux-mêmes. Direction le sud du pays où le ministre Hassan Mohamed Ibrahim est sur le terrain à Yobouki pour accélérer les grands chantiers routiers en mission de suivi intensif des infrastructures routières majeures. Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, a poursuivi depuis jeudi sa tournée d'inspection dans la région de Dikil avec une étape clé dans la sous-préfecture de Yobouki. Objectif, constater l'avancée des travaux de reconstruction du tronçon Garlamo-Dagirou, un axe stratégique de 60 km financé par le Fonds saoudien de développement. Cette visite intervient dans la foulée de l'inspection de tronçon d'Oublala, Mouloud et des voies urbaines de Dikilville réalisée par la veille sur le terrain. Le ministre était entouré d'une importante délégation composée du préfet de la région de Dikil, Hassan Abdouroblel, du vice-président du conseil régional, Ibrahim Gourou, du directeur général du DPCR, Abdi Ibrahim, du directeur général de l'ADR, Souban Nassir Ismail, des représentants de la société CCECC et du bureau de contrôle Saouditech, ainsi que des cadres du ministère. Tout au long du parcours, la délégation a inspecté plusieurs points névralgiques du chantier, notamment Kalamo, Ourabous, où 2 points majeurs sont intégrés pour garantir l'accessibilité en toute saison. L'inspection s'est poursuivie jusqu'à Dagirou, où le ministre a été accueilli avec chaleur par le sous-préfet de Yobouki, Abdallah Roblé, ainsi que tous ces principaux intervenants du projet implanté sur le site dans la
les représentants de la société CCECC du bureau Serlotech. La mission s'est achevée à Yeboki autour d'une réunion de travail tenue à la base de CCECC, point central de coordination du projet. Le ministre a salué l'avancée notable des travaux, avec plus de 30 km de couches d'enrobés déjà posées et appelé à une mobilisation renforcée pour tenir l'échéance fixée. Ainsi, la livraison complète du tronçon d'ici la fin de l'année 2025. Eh bien, le ministre a enfin exprimé sa profonde reconnaissance à l'ensemble des partenaires techniques et institutionnels, saluant leur engagement ainsi constant et leur professionnalisme tout au long de cette mission de terrain. Écoutons-le. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour constater l'état d'avancement des travaux du tronçon des 60 km, c'est-à-dire entre Galamo et Daguirou. Donc nous avons constaté des visites surtout les avancements des ouvrages hydrauliques dont la réalisation avait atteint 98%, hormis les protections de 2 ponts. Les restes des ouvrages ont été entièrement réalisés à 100%. Les travaux de terrassement sont achevés 100%. Et les travaux d'asphalte, c'est-à-dire 35 km avec 2 couches, avec enrobé, et 2 km avec une couche. Mais les travaux quand même accusent un retard considérable. Pour rattraper ce retard, il faut augmenter, il a été décidé d'un commun accord à ce qu'on augmente la cadence du travail. Et pour cela, un plan d'action assorti d'un calendrier précis va être établi par la société en charge de la construction de cette route, CCECC, et il a été prévu à ce que la route finisse le 30 septembre 2025. L'ensemble des parties prenantes, des personnes quand même, qui sont tous ici, qui ont répondu présent à ce lieu de travail pour voir avec nous les travaux réalisés. Retour à Djibouti, où le lycée de Djibouti a accueilli la grande finale des premières Olympiades de géographie du pays. Cet événement marquera l'aboutissement d'initiatives lancées par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous l'impulsion de M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Ce dernier a encouragé les inspections disciplinaires et a organisé des Olympiades pour l'année scolaire 2024-2025. L'inspection Histoire-Géographie a élaboré un programme structuré débutant par des sessions de sensibilisation et de formation pour les enseignants entre novembre 2024 et février 2025. La première phase de sélection s'est tenue le 19 avril où les meilleurs élèves des classes de première, L, ES et S issus des 5 lycées de la capitale ont été identifiés. La phase éliminatoire qui aura lieu le 3 mai prochain a vu s'affronter les établissements pour déterminer les finalistes. Aujourd'hui, nous avons assisté à une finale captivante réunissant les équipes des 4 lycées ayant remporté les étapes précédentes, le lycée de Djibouti, le lycée de Jama Youssouf, le lycée Ahmed Farah, le lycée de Hoden. Chaque équipe composée de 5 élèves a pu représenter fièrement son établissement. Il s'agit là d'une première pour l'inspection d'histoire-géographie qui aspire à respecter les normes internationales avec l'ambition de participer aux Olympiades internationales de géographie en juin 2026 à Istanbul. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. L'association AIPAG, Association des initiatives périscolaires en histoire-géographie, en partenariat avec l'inspection d'histoire-géographie, a organisé cet événement important au niveau national qui essaie de sélectionner les talents de demain en géographie. Comme il l'a bien souligné l'inspecteur, c'est justement pour le préparer l'année prochaine à des événements internationaux comme les Olympiades de géographie qui vont se dérouler à Istanbul en Turquie. Donc nous, justement, en tant qu'association, on est justement on passe dans tous les établissements afin de former les enseignants par rapport à cet événement et justement de détecter et de faciliter les épreuves dans chaque établissement pour pouvoir au final détecter l'un des meilleurs justement élèves qui vont devoir participer à cet événement-là. Donc aujourd'hui, c'est la finale entre ces 4 établissements. Les résultats seront publiés
demain, dimanche 18 mai, et nous aurons la remise des prix. Se fera le samedi 24 mai à 10h au lycée d'Excellence. L'objectif de cette compétition des Olympiades nationales de géographie, c'est d'identifier les meilleurs élèves. Ensuite, à partir d'octobre 2025, de prendre en charge ces élèves, de les accompagner, de les encadrer, de les former afin de participer en juin 2026 aux Olympiades internationales de géographie qui se dérouleront à Istanbul en Turquie. Donc c'est la finalité de cette compétition. Je vous emmène au Maroc où, lors de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui s'est tenue vendredi 16 mai à Rabat, Dr Hibo Moumin Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, cette mission qui s'inscrivait pleinement dans la politique nationale et a permis ainsi aux équipes, lors de cette conférence, de participer. Ainsi, cette session a été marquée par le renouvellement du mandat de la secrétaire générale du CONFES, Mme Louisette René-Toby, qui a confirmé son poste pour un nouveau mandat. Cette reconduction témoigne de la confiance renouvelée des États membres dans sa gestion de sa vision pour le développement de la jeunesse et du sport dans l'espace francophone. Et plusieurs autres points d'importance figuraient à l'ordre du jour, notamment la programmation stratégique 2025 et 2030, l'adoption du projet du relevé général des décisions et les mesures impactées des programmes, les rapports d'activité du secrétariat, ainsi que les conclusions du symposium international ont été confirmées aussi les pays hôtes des réunions comme la Seychelles, le Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ainsi que le Cameroun. Nous restons toujours au Maroc où cette fois-ci la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, représentant du secrétaire d'État au sport, a participé aux travaux de la conférence à Rabat, au Maroc. Les travaux ministériels de la FLAN ont débuté par une grande cérémonie présidée par le ministre des Sports de la Jeunesse du Congo, président en exercice sortant de la conférence, et le ministre de la Jeunesse du Maroc, président en exercice. Cette conférence ministérielle portait sur des représentations, discussions et adoption des travaux techniques des experts en marge de cette 40e conférence qui sont adoption des rapports d'activité du secrétariat général, la présentation du programme 2025 et une présentation des cadres 2026-2030, présentation des conclusions du symposium international et présentation sur la mesure d'impact des programmes et présentation et adoption du projet de relevé général des décisions. Cette conférence a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, en qualité de représentant du secrétaire d'État chargé des sports. Retour à Djibouti, où le ministère de la Femme et de la Famille a organisé un atelier de sensibilisation sur la mutilation génitale féminine à l'école primaire Cité-Stade de la commune de Blaos. Cette sensibilisation représentait, en illustrant de manière créative les impacts négatifs des MGF et l'importance d'éduquer et de protéger les jeunes filles. Était présente la directrice de la promotion de l'enfant du ministère de la Femme et de la Famille, des représentants de l'UFD, le directeur de l'école, des cadres du ministère de la Femme et de la Famille, des enseignants de l'école. Ces efforts sont essentiels pour sensibiliser et mobiliser les enseignants et les élèves dans la lutte contre cette pratique néfaste. La directrice de la promotion de l'enfant a souligné que le rôle de l'enseignement est de l'élimination des mutilations génitales féminines tout en renforçant l'engagement et continuer de soutenir ainsi que développer. Direction le nord du pays où l'hôpital régional de Tadjoura accueille une importante mission médicale en stomatologie, menée en partenariat avec l'association djiboutienne des dentistes. Cette opération visait à offrir à la population un accès facilité à des consultations dentaires gratuites, notamment pour des soins curatifs, des actes d'extraction, des bilans bucco-dentaires et des activités de prévention, sous la supervision des médecins-chefs de la région sanitaire Tadjoura. Cette initiative s'est déroulée avec la participation active de plusieurs partenaires, dont le centre médical interarmé, qui a apporté un appui logistique et technique précieux. Les activités ont été honorées par les officiels et la visite officielle du président de la région
du préfet de la région, Mohamed Abbas, du vice-président du conseil régional, venu saluer l'engagement des équipes médicales et constater la qualité des prestations offertes à la population. Et toujours dans l'actualité nationale, un tournoi tennis interclub s'est tenu, était présent la directrice de la pension ainsi qu'un sport complet qui forge aussi bien le corps que l'esprit. Rappelons que ce tournoi de tennis qui s'est tenu sous les applaudissements nourris des parents témoignant de la réussite de cette édition, cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la politique de promotion du sport de base prônée par le secrétariat d'État au sport. Dit a débuté à 16h30 sous la supervision des encadreurs techniques, des jeunes compétiteurs qui ont fait preuve d'excellent esprit sportif devant un public enthousiaste composé de nombreux parents venus soutenir leurs enfants. Ainsi, le président de la fédération, M. Sougué Ibrahim, présent lors de cette cérémonie, a salué l'engagement des clubs, des familles pour le développement du tennis à Djibouti. Une mère des finalistes a tenu à prendre la parole pour féliciter le travail de la fédération, soulignant que le tennis est un effort commun et qu'il est un sport complet qui forge aussi bien le corps que l'esprit des enfants. Mustapha, je suis la maman de Jaya et Kiana qui font du tennis depuis maintenant 4 ans. Et aujourd'hui, en fait, l'école de tennis a organisé un tournoi. Aujourd'hui, c'était la finale. Ce genre d'événement est très bien pour déjà préparer les enfants au tournoi, qui sait, aux tournois internationaux. Aussi pour construire leur confiance en eux, donc c'est très important. Le tennis, c'est un super sport qui est complet et franchement j'encourage tous les parents à inscrire leurs enfants à ce genre de sport, surtout que c'est un sport complet dans lequel il y a beaucoup de physique, du mental et donc c'est une très. Je vous remets au nord du pays où la Marine nationale et la Direction générale des douanes et les droits indirects ont récemment réalisé une opération remarquée en saisissant et en détruisant 11 sacs de 4 pesant chacun 70 kilos en provenance du Yémen. Cette action souligne l'engagement fort des autorités locales à combattre toute forme de trafic illégal et à protéger le territoire. Comme nous le savons tous, la contrebande de 4 contribue à l'instabilité économique. Elle favorise l'émergence des réseaux criminels, augmente la corruption et sape l'autorité des institutions gouvernementales. Ainsi, la perte des revenus fiscaux liés à cette activité illégale nuit également aux autorités locales, créant un cercle vicieux de précarité. Grâce à la collaboration étroite entre ces institutions, des résultats significatifs sont obtenus dans la lutte contre la contrebande. Le préfet invite également la population à continuer à soutenir ces efforts car la coopération citoyenne est essentielle, a-t-il indiqué, pour renforcer la sécurité et le bien-être de la région. Et comme vous le voyez, la quantité de 4 saisies ont été brûlées par les agents de la douane en présence des éléments de la gendarmerie nationale. Et ce focus de ce soir, meurtre, expulsion et déplacement du peuple palestinien. On commence avec l'invention du régime d'apartheid israélien en 1948. La puissance coloniale occidentale a soutenu les milices sionistes pour expulser environ 1 million de Palestiniens sur une population totale de 1,9 million. Entre 1947 et 1949, ces personnes ont été transformées en réfugiés, poussés au-delà des frontières de la Palestine. Les milices sionistes se sont emparés de plus de 68% des terres palestiniennes. Les natifs ont été chassés et les colons juifs européens sont arrivés. Les milices sionistes ont procédé à un nettoyage ethnique, détruit 530 villages et tué plus de 15 000 Palestiniens à travers une série d'atrocités de masse comprenant plus de 70 massacres. La continuité de cette situation tragique a donné naissance à la Nakba,
Rappelons que 74 années plus tard d'une vie catastrophique, marquée toujours plus de meurtres des Palestiniens, la démolition de leurs maisons, l'accaparement de leurs terres et la construction d'un mur de séparation sans lumière aux yeux du monde, les milices sionistes sont devenus un régime d'apartheid systématique, lançant des grandes guerres contre les réfugiés. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a intensifié ses opérations à Gaza, l'encadre une vague de frappes aériennes et déployant des forces terrestres supplémentaires. L'agence de défense civile de Gaza a affirmé que les frappes israéliennes avaient tué au moins 100 personnes hier et après avoir fait état de plus de 80 morts mercredi et plus de 100 morts jeudi. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.